et nous allons pouvoir lancer ce premier scénario de notre jeu de rôle Weird West. Le Far West. Une époque troublée et sanglante, dans un pays se construisant à la sueur de ses pionniers et sur la tombe de nombreuses victimes. Et ce ne sont pas les événements récents qui diront le contraire. Il y a à peine 5 ans maintenant, une guerre fratricide divisait le pays entre le nord et le sud, créant un des conflits les plus meurtriers de la jeune histoire de ce nouveau pays. Nous sommes au printemps 1870, et l'Amérique est encore un monde sauvage. Pas de ligne de chemin de fer traversant le pays, pas de téléphone ou d'électricité, pas de vaccin contre la rage. Ici, la poudre règle bien des problèmes, et le dur labeur physique ou la malice sont les seuls moyens dont vous disposez pour survivre face à l'âpreté de cet environnement. Vous êtes dans un monde où la croyance et la superstition sont monnaie courante. Où la nuit, on se barricade à double tour et l'on vérifie que son arme est bien chargée. Car les ténèbres dissimulent bien des choses, et des choses qui ne vous veulent pas du bien. Vous en savez tous quelque chose. Vous en savez même précisément quelque chose d'ailleurs. Que ce soit dans un passé lointain, ou à la suite d'événements récents que vous préféreriez oublier, vous avez dû faire face aux ténèbres. Et les ténèbres vous ont répondu. Quelle qu'en ait été la raison, vous avez pactisé ce jour-là avec une force démoniaque. Une créature se faisant appeler Desmond. Vous avez obtenu de lui ce que vous désiriez, mais tout doit se payer un jour. Et ce jour est arrivé, où vous voilà appelé par votre débiteur dans un coin reculé de la Louisiane, car il est temps de payer votre dette. Nous sommes donc en plein marécage de la Louisiane, en plein bayou. Jim, tu as voyagé pendant plusieurs jours, depuis la Nouvelle-Orléans où tu as débarqué, pour répondre à l'appel de ton créancier, ce fameux Desmond. Tu as les pieds dans l'eau, dans la vase. Tu avances avec quelques difficultés, ça fait déjà quelques heures que tu es en train de lutter contre les éléments et les moustiques environnants. Tu avances avec un peu de difficulté, tu as un peu une certaine crainte qui s'installe en toi, car tu as entendu les locaux parler de reptiles géants, de crocodiles qui vivraient dans le coin, et qui peut-être pourraient s'attaquer à toi. Tu n'es pas tout à fait serein dans ton avancée. À quoi ressembles-tu, mon cher Jim ? Alors, je suis un ex-marin d'une trentaine d'années, originaire d'Irlande, très vite parti en Grande-Bretagne, vivre dans les ports de Liverpool. Et j'ai travaillé sur les bateaux de la Western Line jusqu'à avoir certains problèmes liés à la contrebande, ce qui m'a poussé à fuir aux États-Unis. J'essaye ici, dans ce nouveau monde, de me faire un peu une nouvelle identité. Et voilà, donc un jeune homme, corpulence moyenne, assez bonne forme physique. Ok. Tu continues ta progression avec un peu de difficulté parmi les éléments alentours. Et dans cette direction, tu sembles percevoir ce qui ressemble à un feu de camp, une lumière un peu dansante, qui est peut-être un feu ou un âtre. Et de ce bord-là, tu entends un ponton, un bruit de bois qui craque. Tu entends un juron de la part de quelqu'un qui semble d'une corpulence assez impressionnante. Walter, que voit ce cher Jim apparaître sur le ponton? Mais à quoi je ressemble? Bah effectivement, je suis un homme d'une cinquantaine d'années à peu près, massif, très avec une grosse bedaine. Donc je suis assez, on peut pas me rater. Je suis pas très grand, mais on va dire dans la moyenne, mais quand même relativement plutôt obèse, hein, on peut se le dire. Et on peut le voir, par contre j'ai des grosses mains avec des gros doigts boudinés, et je suis dans un costume qui semble être à ma taille, mais qui est en même temps un peu vécu, avec une cravate
et en 3 pièces du coup. Et voilà, bah, je suis là probablement pour des affaires parce que je gère actuellement plusieurs maisons closes et voilà, il faut savoir que je me mouille parfois dans des choses un petit peu illégales. Ça se sent en fait quand on me voit, mais dans quoi ça, personne ne le sait. Très bien. Jim, tu as donc cet individu qui est sur le ponton juste à côté de toi, qui vient d'annoncer sa présence par justement le bruit et le bois qui craque sous ses pas. Que fais-tu? Bonjour. Je m'attendais pas à voir quelqu'un ici. Et Vous moi avez besoin donc, d'aide? non, tout va bien. J'ai des affaires. J'y vais. Je me casse. Je vais le laisser passer devant. Et regardez en détail si... Moi, je Je sais pas, suis un peu stressé en fait. Je me dis, putain, il était pas censé y avoir quelqu'un, donc du coup, je commence un peu à presser un peu le pas, quoi. Le raisonnement va assez vite dans vos deux esprits. Vous êtes dans un coin extrêmement reculé du bayou. Il n'y a pas vraiment d'habitation, de village qui est dans cette région-là. Vous en avez discuté avec les locaux. Les indications de Desmond étaient assez claires, justement, qu'il tenait à vous rencontrer dans un endroit inhabité. Vous êtes certain que d'une manière ou d'une autre, Jim, l'individu qui est à côté de toi, et toi, Walter, l'individu qui est aussi à côté de toi, nécessairement, s'il y a quelqu'un d'autre qui est présent, c'est qu'il doit aussi avoir un rapport, même lointain, avec votre créancier que vous êtes censé rencontrer. Du coup, je me demande si c'est pas lui. Donc, du coup, je lui dis, Desmond. Alors, je reste un temps silencieux, fronce les sourcils. Vous le cherchez aussi? Oui. On devait être seul, non? C'est ce que je me dis aussi. Donc je regarde un peu autour de nous s'il n'y a pas d'autres présences ou un quelconque danger. Vous entendez une voix qui provient de cette direction, un peu plus loin sur un autre ponton qui rejoint le ponton sur lequel tu es, toi, Walter, qui s'adresse à vous dans un accent qui semble hispanique et qui vous dit, qui vous dit: Ah, vous aussi vous aviez rendez-vous ici? Diego, je te laisse décrire ton personnage à tes camarades. Que voit-il apparaître sur le ponton? Donc il voit Diego Herrera, donc un homme d'une quarantaine d'années, mexicain, donc la peau colorée et le teint très abîmé par le soleil. Une carrure assez charpentée et sur lui donc un sombrero et un poncho. On sent que quand vous le voyez, il a des grosses palouses qui ont un petit peu travaillé la terre. Probablement un rancher ou quelqu'un qui travaillait, un fermier, quelqu'un qui travaillait la terre. Il a à côté, donc il a l'air aussi fatigué, et je dirais, on sent qu'il y a des traces d'alcoolisme sur son visage. Les traits de sa peau sont légèrement tirés. Donc Diego, c'est un chasseur de primes qui a un peu le don de toucher à la bouteille de temps en temps. Donc je vous aile. Hey, muchachos! C'est par là, je pense qu'il faut aller. Et puis je désigne un peu le bout du ponton. On va pas partir par 3 chemins, mais je le regarde un petit peu pareil, un peu dédaigneux, mais un petit peu méfiant aussi également. On se doute bien qu'on est au même endroit pour la même raison, mais je leur fais pas trop confiance, quoi. Très bien. Walter, Jim, vous voyez donc ce dénommé Diego qui apparaît sur le ponton.
Chacun, vous, en investiguant un petit peu sur l'apparence physique de ce personnage et son attitude, il y a deux choses qui vous sautent aux yeux. Toi, Jim, tu es certain que c'est le genre d'individu qui a sans doute tué et est prêt à recommencer. Quelqu'un sans doute de dangereux. Tu vois dans son attitude, dans sa position, celle d'un pistolero vétéran. Toi, Walter, tu as la désagréable impression de voir un chasseur de primes ou un représentant des forces de l'ordre qui est face à toi et qui dissimule un peu peut-être cet aspect proche de la loi ou proche de l'ordre d'une certaine manière, derrière cet aspect un peu plus brut de décoffrage. C'est pas bon pour les affaires, ça. Eh bien, bien le bonjour. J'imagine qu'effectivement nous sommes tous là pour la même chose. Ouais, faisons route ensemble dans ce cas. Enchanté. James Callahan. Jim. Je lui présente ma main. Walter Walcott. Vous pouvez m'appeler Walter. Oh bah, je lui serre la pogne et je monte sur le ponton pour le rejoindre. Sa poigne est assez imposante et vigoureuse. Tu sens que malgré sa forte corpulence, c'est un individu qui a quand même une force physique assez impressionnante et un peu poisseuse aussi. L'effort semble avoir sans doute fait transpirer beaucoup ton camarade Walter. Vous continuez d'avancer sur ce ponton de bois brinque-ballant, à moitié mangé par la végétation et par la mousse. Il y a un certain nombre de planches qui manquent, qui ont craqué face à l'humidité. Vous entendez les bruits environnants du marécage. Et en face de vous, un feu disposé juste sur ce petit bord de terre qui émane de la fumée. Et en vous avançant, vous discernez une silhouette dans les ombres, juste à côté de cet environnement, de ce feu crépitant. Et une voix vous aile. Messieurs Herrera, Monsieur Callahan, Monsieur Walcott, bienvenue à cette réunion quelque peu particulière. Face à vous, un individu habillé de manière assez sobre, tout en noir, une tenue un peu de colon, en tout cas de travailleur de cette région-là. Peut-être un bûcheron ou peut-être un pêcheur vous fait face. Malgré tout, sa tenue est impeccable. Ce sont des vêtements utilitaires qu'il porte, mais parfaitement propres, parfaitement ajustés. Et il a un chapeau noir, assez plat et très large, qu'il a au-dessus de sa tête. En termes de physicalité, il est assez quelconque. C'est, vous savez, un peu le genre de personne dont on oublie le visage assez rapidement, qui pourrait passer inaperçu ou s'adapter dans n'importe quel décor. La seule chose qui vous frappe tout de même, c'est sa dentition, blanche, parfaitement propre, et ses yeux, qui sont deux pupilles noires, sans aucun iris. Eh bien, messieurs, l'endroit est quelque peu humide et frigorifiant. Je vous propose de vous approcher près de ce feu. Nous avons fort à parler aujourd'hui. J'ai l'habitude de me retrouver dans ce genre de situation. J'aurais préféré qu'on se retrouve dans un de mes petits endroits, plutôt que dans ce trou paumé. Eh oui, mais que voulez-vous, monsieur Walcott? Les circonstances sont les circonstances. Je préfère la discrétion de ces lieux et j'avoue que les marécages de la Louisiane ont quelque chose d'un peu revigorant pour les gens de ma sorte. Eh, c'est bien ce qui m'inquiète. Mais bon, on a l'habitude chez moi de venir au but assez rapidement, donc qu'est-ce qu'on vous doit? Vous savez très bien ce que vous me devez, mon cher Walter. Mais je vais préciser un petit peu pour tous les Vous voulez trois. de l'argent? Est-ce que vous croyez vraiment que l'argent m'intéresse?
Non, 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 je demande quelque chose d'un peu plus précis. Il y a de ça quelques années pour vous, mon cher Walter, pour plusieurs années également pour vous, monsieur Herrera, et pas si longtemps que ça, mon cher Jim, je vous ai aidé. J'ai exaucé l'un de vos vœux et vous ai sorti d'une bien sombre affaire. J'ai rempli ma part du marché. Il est temps aujourd'hui de payer votre dette. Je vous l'avais dit à ce moment, lorsque vous avez fait appel à mon assistance, que un jour ou l'autre, je reviendrai et que vous devriez répondre à la mission que je vous donnerai. Et si on le fait pas? Ouf. Réfléchissez un petit peu. Monsieur Herrera, à votre avis, qu'arrivera-t-il si vous n'obéissez pas? Vous avez accepté d'être sauvé par ma personne. Votre âme m'appartient, alors, à cette heure-ci. Si vous voulez la récupérer et espérer peut-être quelconque forme de salutation de votre âme, je vous conseille très fortement d'obéir. Après tout, la damnation éternelle n'est pas quelque chose que je recommanderais à quiconque. Qu'attends-tu de nous? Voilà qui me fait plaisir, monsieur Callan. Écoutez, la chose est assez simple. J'ai sauvé vos 3 misérables vies il y a de ça un certain temps désormais. Une vie pour une vie ou une âme pour une âme. J'aimerais que vous vous rendiez en plein Texas. Dans la ville de Grave-Hill. Il y a là-bas un individu nommé Johan Stingy, qu'on surnomme Jack. Un peu comme vous, j'ai exaucé les vœux de cet individu. 3 souhaits exactement. Il y a de cela plusieurs décennies déjà. Et j'estime que ce bon vieux Jack a suffisamment joui de son temps sur Terre et qu'il est temps désormais qu'il m'accompagne. Je vous demanderai donc de simplement collecter l'âme de ce cher Jack. Alors, Alors moi je sais collecter effectivement ce qu'on me doit, des choses parfois de manière un petit peu musclée, vous voyez, mais il s'agit plus de choses un peu plus matérielles. Une âme, ça me paraît quand même difficilement prenable. C'est Écoutez, je vais difficile de mettre ça dans expliquer une bouteille. En chose un peu plus simple pour votre esprit de commerçant, mon cher Walter. Je vous demande simplement de tuer cet individu. La manière dont vous réussirez cela, je m'en moque un petit peu, mais la seule consigne est que vous abattiez ce cher Sting. Une fois que vous l'aurez tué, eh bien, je considérerai votre dette à mon égard comme payée. Et donc plus de rendez-vous dans les bayous. Oh non, plus de rendez-vous dans les bayous, mon cher Walter. Et ce serait possible de mettre ça sur écrit. Vous savez, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. Je suis d'accord avec lui. Croyez-vous vraiment que j'ai besoin d'un écrit? Lorsque je vous ai tiré de ce faux pas, lorsque vous étiez attaché au rail de ce chemin de fer et qu'un train se dirigeait vers votre grosse carcasse puante, mon cher Walter, ai-je besoin de vous faire signer un quelconque papier pour vous sauver la vie? Ben non, mais tiens, je tiens à vous dire d'ailleurs qu'à cet âge-là, j'étais bien moins épais, mais effectivement, j'étais... Voilà. Mais d'une certaine manière, non, j'ai demandé de l'aide un peu à tout ce qui pouvait passer, donc ça m'a bien arrangé. Vous sentez un courant d'air assez puissant, comme si le vent se levait autour de vous. Et vous voyez les flammes du feu qui est à vos pieds commencer à augmenter de volume et d'intensité, et changer de couleur. Au lieu du rouge et de l'orange et du jaune réconfortant de ce genre de feu de camp, les flammes deviennent d'un bleu et d'un blanc grisâtre extrêmement froid. Autour de vous, les bruits du marécage se taisent, et vous avez la désagréable impression que Desmond semble avoir grandi de plusieurs centimètres d'un coup, qu'il vous domine de plusieurs têtes. Vous entendez sa voix résonner à travers presque tout le bayou et tout le marécage environnant. Je vous ai sauvé et vous avez promis une parfaite obéissance en échange de cela.
Considérez-vous pour l'instant comme mes vassaux, et comme rien d'autre. À moins que vous voulez que je vous rappelle votre place, misérable chien. Le feu diminue et reprend sa couleur normale, et les bruits environnants du marais reprennent leur droit, et Desmond reprend une taille et une forme un peu plus humaine. Et il affiche un grand sourire à votre égard. Mais nous sommes des gens civilisés. Je suppose que nous n'aurons pas besoin d'aller jusque-là, monsieur. Ouais. Je suppose que nous Non, n'avons en pas effet. vraiment le choix. Très bien. Oh, Je suis. il y a eu Je suis très qui, fort. qui supporte. C'est luisant. Très bien. Peut-être quelques petits détails à régler concernant cette affaire. Vous allez devoir voyager pendant quelques jours à Grave Hill, qui est donc la ville où séjourne depuis un certain nombre d'années désormais ce cher Jack. Comme vous pouvez vous en douter, il y a quelques complications. Sinon, je me serais déjà chargé d'aller abattre cet individu. Disons que Monsieur Stingy a souhaité devenir immortel et faire en sorte que je ne puisse pas l'atteindre de manière directe et le blesser directement. C'est pour ça que je fais appel à vous et que j'ai besoin de vos bras, de vos armes et de votre intelligence pour abattre cette personne. Est-ce que vous avez quelques questions? Immortel. Comment on fait pour tuer quelqu'un d'immortel? Ça, monsieur Walcott, je vous laisserai le découvrir en temps et en heure. Après tout, où serait l'amusement, si je puis dire, si je vous donnais toutes les clés pour résoudre cette affaire? Ouais, mais je sens que vous avez besoin que cette affaire se résolve, pardon. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dépendants l'un de l'autre dans cette histoire. Vous êtes un homme compétent. Monsieur Callahan et Monsieur Herrera également, vous l'êtes. C'est bien pour cette raison d'ailleurs que j'ai accepté de vous sauver la mise et de vous garantir quelques avantages dans votre vie récente. Et j'estime que vous êtes tout à fait compétent et apte à trouver un moyen d'abattre ce cher Stingy. Mais vous me connaissez. Et, Vous connaissez les gens de mon espèce, Monsieur Walcott. J'ai un certain amour pour le chaos. oui, ok, d'accord. Très bien. Salaud. Donc aucun indice, aucune aide, aucun point faible. Juste un nom. Ah non. De ce que j'en ai compris, je crois que Monsieur Stingy a repris la place du révérend local. C'est assez ironique, vous en conviendrez après avoir pactisé avec moi. Je crois qu'il dirige la ville d'une certaine manière, mais c'est un homme dangereux. Disons que c'est une personnalité qui, comme vous, Monsieur Herrera, sait très bien manier les armes à feu, qui s'est déjà illustré dans de nombreux conflits, notamment contre les Comanches, mais aussi contre les soldats de l'Union lors de la précédente guerre civile. Et il a su s'entourer, si je puis dire, de gens extrêmement compétents, extrêmement dangereux, qui vous poseraient sans doute quelques problèmes, si je puis dire, dans votre quête. Très bien, je sens que de toute manière, nous n'avons pas trop le choix. Effectivement, La vous n'avez pas le damnation, choix. ce n'est pas trop mon truc. Et vous nous suivrez dans Il est possible que je reste en tant qu'observateur, non loin de vous et proche de vous lors de quelques prochains jours, et que quand vous allez tenter peut-être d'abattre ce cher Stingy. Je n'interviendrai sans doute pas, ou pas directement, mais je garderai un œil sur vous. notre bonne étoile. Exactement, Ouais. Monsieur Callahan. En tout cas, je vais rentrer du coup à mes différents commerces. Il va falloir que je m'organise et ensuite que je commence à réfléchir comment est-ce que je pourrais m'absenter. Et je pense qu'on pourra se revoir à ce moment-là.
Je crois que vous n'avez pas très bien compris, monsieur Walcott. Je demande à ce que vous partiez immédiatement pour Greyville. Je me suis déjà arrangé auprès de vos associés pour qu'ils pensent que vous partez pour un voyage familial. Après tout, cela fait longtemps que vous n'avez pas vu votre vieille maman. Ouais. Même pas. Ne vous inquiétez pas. Les affaires tourneront en votre absence, et si vous réussissez votre mission, vous retrouverez votre commerce en l'exact état dans lequel vous l'avez laissé. Et comment nous pouvons nous rendre jusque là-bas? Eh bien, vous êtes suffisamment bien débrouillés pour venir jusqu'ici. Vous avez chacun, tous les trois des personnages, vous avez des montures et il y a des systèmes de diligence. J'estime que chacun d'entre vous avait accès à un cheval pour vous déplacer. Monsieur Très bien. Herrera, vous êtes resté bien silencieux. Êtes-vous... Pas grand chose à Partons. ajouter, hein. Pas trop le choix et le plus vite on y va, le plus vite ce sera résolu et le plus vite j'arrêterai de vous voir, Desmond. Très bien. Moi, j'aimerais juste demander à Desmond, et ce Johan Stingy là, Ouais. vous fait peur? Ce serait mentir que de dire que cet homme n'est pas inquiétant et n'est pas dangereux, même pour quelqu'un pour moi. Voilà à dire qu'il me fait peur, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un homme extrêmement compétent, si je puis dire, dans les affaires de l'occulte et également dans les affaires de violence. Il peut être dangereux même pour quelqu'un comme moi, et c'est pourquoi j'ai besoin d'individus de vos talents pour s'en charger. Très bien. J'espère vous croire sur le fait qu'après ça, vous me laisserez tranquille. Ai-je déjà rompu une quelconque parole, monsieur Callan? L'avenir nous le dira. Très bien. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage dans toute cette affaire. Et vous le Très voyez bien. qui s'éloigne directement dans les buissons environnants. Et au bout de quelques secondes, il a totalement disparu. Il disparaît comme ça dans le... Exactement. Ouais, il nous fait Un le instant, Batman. tu voyais encore ses vêtements s'envoler un peu avec la force du vent et à travers les buissons, et l'instant d'après, il n'y a plus rien. Ok. Vous êtes donc tous les trois seuls face à ce feu de camp qui est en train légèrement de mourir en plein milieu du bayou. Avec un nouvel objectif, vous rendre à Grave Hill, dans le Texas, dans les grandes plaines zones désertiques et arides. Vous quittez donc le bayou et la Louisiane et commencez votre longue chevauchée, votre long voyage jusque dans le Texas. C'est un voyage qui va durer une vingtaine de jours environ. Chacun, vous avez vos montures, vous allez passer du temps ensemble à affronter la géographie et les intempéries de ces environnements-là. Vous allez traverser des forêts, des régions montagneuses et des régions désertiques, tantôt battues par les vents et par la pluie, tantôt par le froid justement des hauteurs. C'est un environnement dangereux qui vous force à collaborer ensemble pour essayer d'avancer le plus rapidement possible pour vous rendre jusqu'à Grave Hill. Pendant ces 20 jours, pendant cette longue chevauchée, et les quelques haltes que vous faites dans les postes relais ou dans les quelques villages que vous croisez, que faites-vous, si je puis dire, par rapport aux autres membres du groupe? Quels sont les sujets de discussion que vous abordez et quelle est votre attitude de manière générale? Je vais commencer par toi, Diego. L'attitude reste, comment dire, un peu moins méfiante parce qu'au bout de 20 jours, en fait, de se balader à cheval, en effet, de dormir ensemble, de faire les rondes. En général, d'ailleurs, c'est toujours moi qui m'y colle parce que, comment dire, Walter a tendance à s'endormir au milieu de la nuit, hein, le gros là, à chaque fois, toujours les C'est mêmes. grossophobe ça. Et en fait, bon, on essaye un petit peu de lier
jouer au dé ou aux cartes. Petit coup de poker, hein, sans déceler qui a l'habitude de tricher ou pas. Toujours bon à savoir. Et puis ouais, de savoir un peu en fait d'où viennent mes deux autres compères en soi. Moi, je sais que enfin, ce que je leur dis, ouais, bon, ouais, au Texas, moi, je connais un petit peu parce que j'habitais en fait avant à la frontière avec le Texas, des côtés mexicains, et je connais un petit peu cette contrée et comment dire les dangers que l'environnement recèle. Voilà. Jim, comment abordes-tu donc ces 20 jours de chevauchée avec tes camarades? Et donc, oui, voilà, je suis assez ouvert à la discussion avec mes camarades. En fait, j'ai plutôt l'habitude de me retrouver dans ce genre de situation, de faire des longs voyages avec des personnes que je ne connais pas, et du coup, donc avec les trajets de marins, les traversées de l'Atlantique, mon personnage en a déjà fait plusieurs dizaines. Et donc, se retrouver avec des inconnus, de parler de tout et de rien, jouer à différents jeux pour passer le temps, et l'habitude. Je connais assez peu les Amériques, et donc je n'hésite pas à poser des questions à Diego, justement au sujet du Texas, qui est quand même une terre qui m'intrigue beaucoup de par sa rigueur, on va dire, et le côté très aride, qui est un environnement dont mon personnage n'a pas du tout l'habitude. Et voilà, à côté de ça, je leur parle un petit peu de ma vie en tant que marin, et des aventures que j'ai pu avoir sur les mers. Très bien. Walter. Moi, j'ai clairement pas l'habitude d'être sur les routes comme ça tous les jours, donc je pense que effectivement j'ai une attitude plutôt pas vraiment adaptée, dans le sens où je me repose vraiment sur eux. Je prends pas les tours de garde, je dors un peu, genre ça m'empêche pas de discuter avec eux et de faire plus ample connaissance. Et je reste aussi très vague sur les informations sur moi, mais en même temps voilà, j'essaie de donner une image un petit peu comment dire, positive. Je reste ouvert et souriant avec eux pendant les 20 jours. Très bien. En voyant l'attitude de Walter, je me mets en mode second degré, on va dire, et à le traiter un peu comme un passager de première classe sur le bateau. Et donc m'efforcer, vu que je vois qu'il va pas faire les tours de garde, ces petites choses-là, genre un peu pour justement briser la glace et un peu rire de son attitude, voilà, essayer de le traiter comme un petit bourgeois qui découvre en fait tout ce monde. Moi je le prends au premier degré, du coup j'aime beaucoup. Ouais. Parfait. J'aime ce qui se passe. Très bien. Diego, tu as dit que tu essaies de un peu en savoir plus sur le passé de tes compagnons. Je vais commencer par toi, Walter. À quel point tu en dévoiles sur toi, notamment, je dirais, concernant ton activité? Comment est-ce que tu présentes ton activité professionnelle, je dirais, à tes camarades? Je dirais que je suis avant tout un homme d'affaires, mais avant tout un homme. Et ça, c'est quelque chose que je mets souvent en avant, c'est-à-dire que qu'est-ce que les hommes aiment sur cette terre? Les femmes et l'argent. Et c'est ce que je rassemble et ce que j'aime le plus. Donc c'est de là que commence mon royaume, entre guillemets, et mes affaires. Mais voilà, je reste très vague, en fait, je fais des allusions, des métaphores. Bref, je laisse sous-entendre que j'ai comme si j'ai un commerce, j'ai un bar, parfois ça peut changer, ça peut être une boutique de prêt-à-porter, mais c'est toujours un peu... Quand on se concentre un petit peu, on se rend compte que je danse sur un pied différent de temps en temps. Mais là-dessus, ouais,
c'est surtout sur les raisons de mon pacte que je reste très réservé. Cœur. D'accord. Jim, tu as confié à tes camarades que tu étais marin, que tu avais fait des traversées transatlantiques. Est-ce que tu rentres plus en détail sur ce que tu as pu faire à bord de certains navires? Pas vraiment. Je vais préférer rester discret et ne pas parler de l'activité un peu criminelle, on va dire. Du moins, tant que personne ne se crame, Jim ne sera pas le premier à dévoiler sa réelle identité. Très bien. Parfait. Diego, tu as donc ces informations à ta disposition. Qu'est-ce que ton personnage a pu confier aux autres, s'il a confié quelque chose? Non, juste en fait, je suis resté très vague en fait. Voilà, après, comment dire, sur mon pacte, rien du tout. Par contre, oui, sur le fait de connaître la région, que je sois originaire en fait, voilà, du Mexique très proche. Et le fait que voilà, j'ai pu en effet avoir une autre vie que celle, enfin, sous-entendre un petit peu de temps en temps de par mes connaissances que j'ai eu une autre vie que celle que je mène actuellement en fait de chasseur de primes, ça peut se comprendre. Euh, mais du coup, en fait, sinon, non, rien d'autre. Après, en fait, il y a juste un truc que j'arrive à tiquer, c'est surtout chez Walter. Ce genre d'énergumènes, j'ai déjà eu affaire à eux, notamment en passation de colis. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens à qui je devais livrer des colis ou des personnes. Il reste toujours un petit peu, voilà, c'est un peu le même réflexion qu'il peut y avoir, où ça reste un peu vague, ça tend comme il dit, ça tend sur un pied, mais je comprends à moitié ce dont était son business. Très bien. Ouais. Le voyage continue pour vous trois. L'ambiance est relativement bonne, même si dans les premiers temps vous avez un peu de méfiance vis-à-vis de vos camarades. Les jours passant et l'austérité de l'environnement que vous traversez, aidant aussi, vous resserrant en termes de liens, fait que vous vous détendez un petit peu et apprenez un peu à collaborer et à vivre tous les trois ensemble sur la route. Mais effectivement, vous gardez tout de même une certaine réserve chacun. Vous comprenez rapidement que sur le trio que vous composez, il est vraisemblable que tous les trois n'êtes pas vraiment des saints, si je puis dire. Pour en être arrivé là et avoir pactisé avec un diable, vous savez pertinemment que il est très probable que vous ayez eu déjà fricoté avec la loi ou que vous ayez déjà eu quelques actions controversées. Malgré tout, vous n'entrez pas vraiment dans les détails de pour quelles raisons vous avez pactisé avec Desmond, ni exactement quels étaient les tenants de votre vie d'avant qui a pu vous mener sur le chemin justement d'un démon. Et vous finissez par arriver, le soir du 20e jour, à proximité de Grave Hill, dans les Grandes Plaines. Ainsi s'achève cet épisode de Décompte Weird West. Bientôt, nos desperados franchiront les portes de Grave Hill. Quel péril les attend dans cette cité? Qui est ce fameux révérend Jacques Stingy qu'ils doivent abattre? Quelle sorcellerie les attend sur place?